Un millionnaire solitaire était rejeté pour sa condition, jusqu'à ce que sa pauvre femme de ménage fasse quelque chose qui choqua tout le monde. Dans un manoir imposant, niché à la lisière des collines boisées au nord de Lyon, Étienne Dubois vit seul depuis maintenant 5 ans. Âgé de 39 ans, il est héritier d'une vaste fortune industrielle accumulée par sa famille sur plusieurs générations. Pourtant, la richesse n'adoucit pas la dureté de ses jours. Un accident de voiture tragique, survenu un soir d'hiver, l'a laissé paraplégique, brisant non seulement son corps mais aussi ses liens avec le monde. Depuis ce jour, il s'est reclus dans sa propriété, refusant les visites, les mondanités et même les regards de ceux qui lui étaient autrefois proches. Sa famille a tenté un temps de le joindre, puis s'est résignée à son mutisme. Aujourd'hui, seules les présences silencieuses de quelques employés ponctuels rythment sa solitude. Parmi eux, il y a Camille. 32 ans, silhouette discrète, gestes mesurés, regard doux mais rarement croisés. Elle est la femme de ménage attitrée du domaine depuis un peu plus d'1 an. Elle arrive chaque matin à 9 heures précises, traverse le portail en fer forgé avec sa petite voiture usée et pénètre dans la maison par une entrée de service. Elle connaît le silence de la demeure, en respecte les zones d'ombre et s'efforce de ne pas troubler la paix pesante qui y règne. Mais à chaque passage, elle perçoit plus qu'elle ne voit. Une silhouette furtive dans le reflet d'une vitre, le roulement discret d'un fauteuil sur le parquet ciré, un soupir lointain dans l'escalier désert. Étienne ne lui parle presque jamais. Il ne la regarde pas non plus. Pourtant, il la laisse entrer dans son univers, ou du moins, dans ce qu'il en reste. Il ne verrouille pas les pièces qu'elle doit nettoyer. Il ne commente pas son travail. Et s'il passe près d'elle, il ne manifeste ni gêne ni agacement. Il l'accepte silencieusement, comme une présence nécessaire, presque organique à la mécanique de son isolement. Parfois, Camille croit deviner une forme de gratitude muette dans la façon qu'il a de rester là, immobile, tandis qu'elle nettoie une étagère ou range des livres qu'il ne lira plus. La maison est belle, malgré l'abandon. Les rideaux sont lourds, les meubles d'un autre siècle. Les murs, couverts de toiles que personne ne contemple plus. Le jardin, vu depuis les grandes baies vitrées du salon, semble figé dans une attente éternelle. Il y a là, dans chaque recoin, dans chaque silence prolongé, la mémoire d'un autre temps. Celui où Étienne était encore debout, encore entouré, encore vivant autrement que par le battement mécanique de son cœur et les obligations d'un corps assis. Mais ce que Camille remarque le plus, ce sont ses yeux. Ils sont clairs, d'un bleu tirant vers le gris, intenses même dans la pénombre. Des yeux qui ne fuient pas mais qui fixent sans jamais vraiment regarder. Des yeux où se devine une douleur ancienne, contenue, mais aussi, parfois, une étincelle, infime, presque imperceptible. Comme une braise que le vent n'a pas totalement éteinte, Camille n'a jamais osé poser de questions. Elle ne sait rien du passé d'Étienne, sinon ce que la rumeur laisse filtrer. Un accident survenu à la sortie d'un gala, une dispute avec un frère, une carrière musicale avortée. Mais rien n'est confirmé. Ce que l'on dit n'a jamais la même valeur que ce que l'on voit. Et ce qu'elle voit, elle, chaque jour, c'est un homme enfermé dans ses murs, dans sa chaise roulante et surtout dans ses silences. Pourtant, il y a des moments étranges, comme lorsqu'elle passe l'aspirateur dans la grande bibliothèque et que la musique du vieux tourne-disque s'interrompt soudain, ou quand elle remet en ordre les coussins du salon et trouve une partition froissée sous le canapé. Rien n'est dit, mais tout semble murmurer une histoire enfouie, refoulée, que quelqu'un, quelque part, espère encore voir ressurgir. Un matin, alors qu'elle s'apprête à quitter la maison, Camille croise enfin le regard d'Étienne. Pas par accident, pas dans un reflet. Il la regarde, un instant seulement. Et dans ce regard, elle croit voir non pas une demande ni un reproche, mais une simple présence. Quelque chose qui ressemble à une reconnaissance, ou peut-être à un aveu muet. Il n'est pas complètement éteint. Ce jour-là, en repartant, Camille ressent un frisson étrange. Pas de peur ni d'excitation. Plutôt la certitude discrète qu'un changement imperceptible a commencé. Et que peut-être, sous les pierres froides de ce manoir figé, un cœur recommence lentement à battre. Le mercredi suivant, la matinée commence comme toutes les autres. Camille traverse le jardin détrempé par une nuit de pluie, entre dans la maison silencieuse et s'attelle à ses tâches habituelles. Elle frotte, dépoussière, redresse les objets déplacés avec un soin presque rituel. Rien ne semble différent, et pourtant,
Une tension subtile flotte dans l'air. À 11 heures passées, la sonnette de l'entrée principale retentit. Un son rare dans la grande maison. Camille ouvre la porte avec hésitation et découvre un jeune livreur en uniforme sombre, portant 3 caisses de vin fin estampillées du nom de la Fondation Dubois. Il est jovial, parle trop vite, sans attendre qu'on lui réponde. En posant les caisses dans l'entrée, il jette un regard curieux autour de lui. « Monsieur Dubois est là ?» demande-t-il à voix haute. « Je l'ai vu une fois à un gala organisé par sa fondation. C'était il y a des années. On ne le voit plus jamais. Il parraine encore les événements, mais ne vient plus. C'est dommage. » À ce moment précis, Étienne apparaît au bout du couloir, discret dans son fauteuil, mains croisées sur les genoux. Son visage reste impassible, mais ses yeux se sont durcis. Le livreur, sans se démonter, poursuit. On dit qu'il a été blessé, oui. Mais bon, les gens aimeraient bien le revoir, surtout dans les soirées qu'il paie lui-même, non. Un silence pesant tombe. Camille sent ses joues se tendre de gêne. Étienne, d'une voix froide et égale, répond simplement. « Merci pour la livraison. Vous pouvez partir. » Le jeune homme hésite, puis se retire, confus. Camille referme la porte derrière lui, sans mots. Elle retourne ensuite à son nettoyage, troublée. Les mots du livreur résonnent dans sa tête. Pourquoi, en effet, ne se montre-t-il jamais? Est-ce par peur, par honte, par rejet anticipé? Plus tard dans l'après-midi, alors qu'elle essuie les vitres de la véranda, Camille prend son courage à 2 mains. Étienne est dans la pièce, immobile, apparemment concentré sur un livre qu'il ne tourne pas depuis 10 minutes. Elle s'approche lentement, s'arrête à une distance respectueuse, puis dit, presque dans un souffle, « Je crois que ces événements, ils n'ont jamais vraiment été les mêmes sans vous. » Étienne ne relève pas immédiatement les yeux. Elle poursuit, « Peut-être que vous devriez y retourner, juste une fois, voir ce que les gens en pensent. Vous pourriez être surpris. » Il ferme le livre, le pose sur la table à côté de lui, et enfin la regarde. Pas avec colère, pas avec tristesse, mais avec une lucidité désarmante. « Vous croyez qu'ils m'attendent? Vous croyez qu'ils viendraient me saluer, me remercier, comme avant? Les gens ne veulent pas me voir, Camille. Ils veulent se souvenir de moi comme j'étais, grand, debout, charismatique. Maintenant, ils me regardent avec pitié. Ou pire, ils détournent les yeux. » Elle ne répond pas tout de suite. Elle voudrait lui dire qu'elle ne détourne jamais les yeux, qu'elle le voit tel qu'il est, pas comme un souvenir brisé. Mais elle se retient. Ce n'est pas le moment, pas encore. Alors elle baisse la tête en guise d'accord muet, puis, lentement, elle quitte la pièce. Elle entend derrière elle le léger frottement du fauteuil contre le sol, le soupir à peine audible d'un homme enfermé dans ses certitudes. Et dans le silence revenu, ses paroles continuent de tourner en elle. « Les gens ne veulent pas me voir. » Ce soir-là, chez elle, Camille n'arrive pas à dormir. Elle pense à cette voix calme mais glacée, à ce regard lucide mais blessé. Elle se demande combien de fois il a entendu ces mots, ou pire, combien de fois il les a devinés dans les silences des autres. Elle comprend maintenant que son silence n'est pas passif, c'est un bouclier, un refus de laisser la douleur se répéter, mais elle sent aussi quelque part au fond d'elle qu'il suffirait de peu pour que ce bouclier se fissure. Quelques jours plus tard, alors que Camille nettoie une armoire haute dans le couloir ouest du manoir, une boîte en carton lui tombe presque sur les mains. Le couvercle s'ouvre à l'impact, laissant échapper un fouillis de papier, de napperons en dentelle, de bougies partiellement usées, de menus imprimés en papier glacé. En replaçant le tout, elle remarque des photos dépassant d'une chemise cartonnée. Sa curiosité l'emporte. Elle les tire doucement, avec précaution. Les clichés sont nombreux, tous datés du même jour. 19 juin, il y a un peu plus de 3 ans. Sur chacun d'eux, la grande salle à manger est magnifiquement décorée. Guirlandes de lumière suspendues au plafond, chandeliers allumés, nappes immaculées, vaisselle raffinée. Les tables sont dressées pour une réception digne d'un gala. Il y a même des arrangements floraux aux couleurs soigneusement choisies. Un buffet élégant dans un coin, des verres alignés en attente d'un toast. Mais il y a une chose qui choque Camille. Toutes les photos montrent la salle vide. Vide de convives, vide de rire, vide de vie. Sur 2 ou 3 images, cependant, Étienne apparaît. Il est en costume, assis dans son fauteuil, le dos droit, les mains posées avec une précision presque théâtrale. Il regarde l'objectif, seul dans cette salle festive, comme un acteur dans un décor trop grand. Son visage est neutre, mais dans ses yeux,
Camille reconnaît une douleur nue, celle de l'attente trahie. Elle comprend sans qu'on lui dise. Il avait organisé un événement. Il avait envoyé des invitations, peut-être à ses anciens amis, à ses collègues de fondation, à des membres influents de la ville, et personne n'est venu. Elle repose les photos avec lenteur, puis referme la boîte. Ce n'est ni un oubli ni un hasard si cet épisode a été enterré dans un placard isolé. Étienne n'en a jamais parlé. Il n'a jamais laissé deviner cette tentative de réintégration. Il a simplement refermé la porte, au sens propre comme au figuré. Ce soir-là, chez elle, Camille repense à ces images, aux bougies allumées pour personne, aux fleurs fanées sans témoin. Elle ressent une peine étrange, presque personnelle, parce qu'elle voit enfin au-delà du silence de son employeur. Elle comprend qu'il n'a pas seulement accepté la solitude, il a été forcé d'y plonger, rejeté même dans ses élans les plus humains. Le lendemain, alors qu'elle range des livres dans la bibliothèque, Camille tente une approche détournée. Sans le regarder, elle lance, comme en parlant à elle-même, « Une maison comme celle-ci a dû accueillir de très belles soirées. » Elle sent le regard d'Étienne sur elle. Il ne répond pas tout de suite. Puis, d'une voix à peine audible, il dit « Une seule, et ce fut la dernière. » Elle se retourne lentement. Il est là, dans l'embrasure de la porte, le visage fermé. J'avais tout prévu. Traiteur, musique, invitations imprimées à la main. J'ai engagé un photographe, parce que je croyais qu'il viendrait. J'y ai cru, jusqu'à la dernière heure. Camille s'avance d'un pas. Il ne bouge pas. Ils n'ont même pas pris la peine d'annuler, ajoute-t-il avec un sourire amer. Pas un mot, pas une excuse, rien. Elle voudrait lui dire que ce n'est pas lui le problème, que ce sont les autres, leur lâcheté, leur incapacité à faire face à ce qu'ils ne comprennent pas. Mais les mots lui manquent. Elle hoche simplement la tête en silence. Étienne la regarde encore quelques secondes, puis tourne son fauteuil et s'éloigne dans le couloir. Ce soir-là, Camille comprend que le mutisme d'Étienne n'est pas né de l'accident. Il est né de cette fête, de ce rejet profond, de cette nuit où il a attendu des gens qui ont choisi de l'oublier. Et au fond d'elle, elle décide qu'il ne doit plus jamais attendre seul. Un matin de printemps, la lumière douce filtre à travers les rideaux épais du salon principal, projetant sur le parquet des motifs mouvants de feuillage. Camille, gantée, s'affaire dans le couloir est, là où les pièces sont rarement utilisées. Elle suit la poussière, l'humidité, les traces que le temps laisse quand il s'installe sans surveillance. Chaque porte refermée lui dit quelque chose du passé d'Étienne, de son refus de circuler librement dans sa propre maison. Mais ce jour-là, l'une des portes n'est pas tout à fait close. C'est une grande porte double, en bois sombre, au bout du couloir. Camille hésite, pose la main sur la poignée, puis pousse doucement. Elle ne l'avait jamais ouverte. Derrière, une pièce vaste et haute de plafond, baignée d'une lumière tamisée. Au centre, trônant sous un grand drap blanc jauni, un piano à queue. Elle s'avance avec lenteur, le cœur battant. Les lieux semblent figés dans le temps. Une étagère de partition, un vieux métronome, une chaise rembourrée. Sur les murs, des cadres retournés. Elle tend la main vers une toile poussiéreuse, effleure le tissu. Le silence est absolu, presque sacré. Elle s'apprête à commencer le ménage lorsqu'elle accroche du pied une chaise qui heurte légèrement le piano. Une note résonne, pure, isolée, un do grave, profond, inattendu. Avant qu'elle ne puisse réagir, Étienne surgit dans l'embrasure de la porte. Il n'est pas en colère, mais son regard est tranchant, ferme, indiscutable. Il s'avance lentement, roule jusqu'au piano, le contourne et, sans brusquerie, referme le couvercle avec une lenteur solennelle. Puis il se tourne vers Camille. « Ne revenez plus ici », dit-il simplement. Sa voix n'a rien de violent. C'est une voix calme, posée, mais elle porte en elle une autorité que Camille n'avait encore jamais entendue. Elle baisse les yeux, acquiesce d'un signe de tête, puis recule en silence, quittant la pièce comme on quitte un sanctuaire interdit. Le reste de la journée se passe dans un calme encore plus lourd que d'habitude. Camille tente de reprendre ses tâches, mais son esprit reste prisonnier de cette pièce, de ce piano abandonné, et surtout du regard qu'Étienne lui a lancé. Ce n'était pas de la colère, c'était une mise à distance, une frontière tracée avec soin. Mais ce regard contenait aussi autre chose, une faille, un souvenir douloureux qu'il refusait de réveiller. Chez elle, le soir venu, Camille repense à la scène. Elle comprend que cette pièce n'est pas seulement une pièce interdite, c'est un monde clos,
Un monde qu'Étienne a choisi de sceller après l'accident, et le piano sous son drap blanc est peut-être tout ce qui reste de l'homme qu'il était avant. Elle s'endort avec le son de cette unique note, ce do grave résonnant encore dans son esprit comme un appel lointain. Une note seule, suspendue, comme une voix qui aurait voulu parler, mais se serait arrêtée au bord de l'aveu. Un jeudi matin, Camille arrive plus tôt que d'habitude. La brume s'accroche encore aux haies du jardin et l'air est chargé de cette humidité légère qui précède les beaux jours. Elle gare sa voiture, traverse silencieusement la cour encore endormie et pénètre dans la maison par l'entrée de service. Il est à peine 8 heures. Elle sait qu'Étienne n'émerge jamais avant 9. Alors qu'elle monte l'escalier vers le premier étage pour vérifier un placard à linge, un son inattendu l'arrête. Une note, puis une autre, et une autre encore. Des notes de piano lentes, incertaines, mais pleines d'intention. Camille se fige sur place, le cœur soudain suspendu. Le son vient de la pièce interdite. Elle s'approche sans bruit, descend quelques marches et traverse le couloir. La porte est entr'ouverte, comme si elle avait été laissée ainsi à dessein. Elle ne regarde pas à l'intérieur. Elle s'appuie doucement contre le mur d'en face, ferme les yeux et écoute. Les notes se succèdent, maladroites parfois, hésitantes, souvent. Mais elles forment une phrase, un début de mélodie. C'est un air ancien, classique, que Camille reconnaît sans pouvoir le nommer. Elle entend les pauses, les silences qui en disent long sur les difficultés d'Étienne à dompter de nouveau l'instrument. Mais elle entend surtout la persévérance, la volonté enfouie sous les années de silence. Soudain, une planche du parquet craque sous son pied. Rien qu'un souffle, un grincement à peine perceptible. Pourtant, de l'autre côté, les notes s'arrêtent net. Un silence épais envahit le couloir. Camille reste figée. Elle ne sait pas s'il l'a entendu vraiment. Elle n'ose ni fuir ni appeler. Après une dizaine de secondes, elle entend le couvercle du piano se refermer doucement, puis plus rien. Le lendemain, Étienne n'apparaît pas. Pas un bruit dans la maison, pas une porte qui s'ouvre, pas une trace de son fauteuil sur le parquet. Camille nettoie comme à l'habitude, mais avec une prudence nouvelle. Elle évite le couloir est, elle ne cherche pas à le croiser. Une gêne silencieuse flotte entre les murs. Les jours passent. Une semaine entière. Toujours aucune trace d'Étienne. La porte de la pièce au piano reste close. Camille commence à s'inquiéter. Elle frappe doucement à la porte de sa chambre. Rien. Elle laisse la nourriture préparée sur un plateau qu'elle retrouve plus tard vidée, mais sans signe de présence humaine. Elle comprend que sa simple écoute, même involontaire, a été perçue comme une intrusion, peut-être comme une trahison. Elle l'a surpris dans un moment de vulnérabilité et lui s'est repliée, encore une fois. Mais au fond d'elle, Camille ne regrette pas, car dans ces quelques minutes, elle a entendu autre chose que des notes maladroites. Elle a entendu un homme essayer. Un homme qui, malgré la douleur, malgré le silence, malgré les années, cherche encore un moyen de se dire. Et s'il lui a peur de ce que cela signifie, elle sait désormais que ce piano est plus qu'un instrument. C'est un passage, un chemin qu'il faudra peut-être emprunter à deux. La routine silencieuse du manoir change soudainement avec l'arrivée d'un nouveau visage. Julien, un homme dans la quarantaine au sourire facile et à l'allure robuste, est engagé comme jardinier et homme à tout faire. Dès le premier jour, il parle avec aisance, salue tout le monde avec entrain, même les murs. Sa voix brise le calme comme un éclat de verre dans l'eau. Il semble toujours avoir quelque chose à dire, un commentaire à lancer, une blague à tenter. Camille le rencontre pour la première fois près de la serre, en nettoyant des seaux abandonnés. Julien lui adresse la parole sans détour. « Vous êtes la gouvernante ? Ou peut-être la dame de confiance ?» Camille, un peu surprise par le ton, répond simplement qu'elle est chargée du ménage. Julien sourit, plisse les yeux et ajoute « Vous avez l'air de faire plus que ça. On sent une attention différente ici, une chaleur que cette maison ne devrait pas avoir. » Elle ne répond pas, préférant se concentrer sur sa tâche. Mais Julien ne se décourage pas. À chaque pause, chaque moment de croisement, il trouve un moyen de la retenir quelques minutes. Il pose des questions sur Étienne, sur la maison, sur le passé. Il semble intéressé, mais Camille perçoit dans son ton quelque chose de trop insistant, comme une curiosité déguisée. « Il parle, votre patron ?» demande-t-il un matin en arrosant les rosiers. « J'ai vu sa photo dans un journal il y a quelques années. Il avait l'air vivant. Maintenant, c'est comme s'il avait disparu. Il doit bien parler à quelqu'un, non ?»
Camille répond d'un ton neutre que M. Dubois ne souhaite pas être dérangé et que tout ce qui concerne sa vie privée ne regarde personne. Julien hausse les épaules, lève les mains comme pour s'excuser, puis lâche avec un sourire. On dirait que vous le protégez. C'est beau, ça. Fidèle. Rare. Ces remarques la dérangent. Pas tant pour leur contenu, mais pour leur insistance. Julien n'est pas juste curieux. Il fouille, il sonde. Et même si ses gestes sont efficaces, même s'il travaille dur au jardin et dans les dépendances, Camille sent que sa présence trouble quelque chose d'indéfinissable. Elle remarque aussi que depuis l'arrivée de Julien, Étienne se fait encore plus discret. Il évite les fenêtres qui donnent sur le jardin, ne descend plus dans les pièces communes lorsqu'on entend la voix du nouveau venu. Une fois, Camille l'aperçoit brièvement dans le couloir. La mâchoire serrée, les mains crispées sur les roues de son fauteuil. Un malaise nouveau pèse sur ses traits. Camille comprend que Julien ne représente pas une menace physique, mais un rappel du monde extérieur, de ce monde qu'Étienne s'efforce de tenir à distance. Un monde de jugements, de questions, de regards insistants. Un après-midi, alors qu'elle range du matériel dans le cellier, Julien la rejoint et lance d'un ton léger « Vous savez, Camille, vous pourriez travailler ailleurs. Avec votre intelligence, votre calme, qu'est-ce que vous faites à nettoyer la poussière d'un homme qui refuse de vivre ?» Elle le regarde longuement sans répondre, puis calmement, elle reprend sa tâche, sans un mot. Ce jour-là, en remontant vers la maison, Camille sent que quelque chose doit changer. Elle a longtemps observé le silence d'Étienne. Elle a vu sa solitude, ses tentatives, ses blessures. Et maintenant, face à cette intrusion légère mais persistante, elle comprend qu'elle ne peut plus se contenter de rester spectatrice. Le silence ne suffit plus à le protéger. La maison semblait plus lourde que jamais, comme si les murs eux-mêmes portèrent le poids des non-dits. Camille, bien qu'habituée à la routine silencieuse d'Étienne, sentait que quelque chose s'était déplacé depuis l'arrivée de Julien. L'équilibre précaire qu'elle avait appris à respecter entre la douleur d'Étienne et sa dignité farouche était maintenant menacé par la curiosité insistante d'un homme extérieur, un homme qui posait des questions pour lesquelles il n'avait pas le droit de formuler des réponses. Après plusieurs jours de réflexion muette, Camille prit une décision. Un geste simple, mais qui, dans ce contexte figé, équivalait à une révolution. Un soir, après avoir terminé ses tâches, elle s'assit à la petite table de la buanderie, prit une feuille de papier vierge et un stylo à bille bleue, et commença à écrire. Ce n'était ni une lettre d'amour, ni une plainte, ni une confession. Juste une présence. Elle écrivit ce qu'elle voyait, ce qu'elle ressentait. Elle parla du silence, mais aussi des regards, de la musique qu'elle avait entendue et de ce qu'elle croyait entrevoir derrière cette façade de froideur. Elle parla de la lumière qui traversait le salon chaque matin, de l'écho des pas dans le couloir et de ce sentiment que tout ici attendait quelque chose ou quelqu'un. Elle ne demanda rien. Elle ne supplia pas. Elle offrit simplement sa vérité, sans masque. Puis, discrètement, elle glissa la lettre sous la porte de la chambre d'Étienne avant de partir. Elle ne savait pas s'il la lirait. Elle ne savait même pas s'il en remarquerait la présence. Mais elle devait le faire. Elle ne pouvait plus se contenter d'être un fantôme de service. Le lendemain, Camille arriva à la même heure que d'habitude. La maison semblait inchangée. Elle travailla sans précipitation comme à son habitude, surveillant les détails, écoutant les bruits. Rien. Ni porte qui s'ouvre, ni voix, ni signe. Elle s'attendait à l'indifférence, peut-être même à une mise à distance. Mais lorsqu'elle ouvrit sa petite armoire de rangement, celle où elle gardait ses produits ménagers, elle trouva un billet plié en deux, glissé sous la boîte de gants en latex. Une écriture nette, sobre, aucune signature. Aujourd'hui, 17 heures, salle du piano. Elle resta figée un instant. Son cœur battait fort. Elle relut la note plusieurs fois, comme si elle risquait de disparaître sous ses yeux. Il n'y avait pas de doute. Il avait lu, il avait compris, et il l'invitait. Tout l'après-midi, elle sentit une tension étrange la parcourir. Chaque mouvement lui paraissait plus lourd, chaque minute plus lente. Elle évita Julien avec soin. Elle voulait garder intacte la bulle fragile de ce rendez-vous inattendu. À 16h55, elle se dirigea vers la pièce interdite. La porte était entr'ouverte. Elle respira profondément, poussa doucement et entra. La salle était baignée d'une lumière dorée. Le piano, débarrassé de son drap, luisait sous les rayons du soleil couchant. Étienne était déjà là,
Il avait le dos droit, les mains posées sur les genoux, les yeux fixés sur le clavier. Camille s'approcha lentement, sans un mot. Elle s'assit sur la chaise à côté, sans bruit. Le silence entre eux n'était plus lourd. Il était plein, présent. Après un long moment, Étienne parla. « J'ai lu votre lettre. Je ne sais pas pourquoi vous avez écrit ça, mais je l'ai lu, et je n'ai pas déchiré la feuille. » Camille répondit sans détour. « Parce que vous avez oublié ce que vous êtes, et parfois on a besoin d'un autre regard pour se le rappeler. » Il ne répondit pas, mais il souleva doucement le couvercle du piano. Ses doigts glissèrent sur les touches sans les presser. « Je ne joue plus vraiment. Mon corps n'est plus le même. Votre musique non plus, dit-elle doucement. Mais elle est encore là. » Il la regarda enfin. Et dans ses yeux, pour la première fois, il n'y avait pas seulement de la douleur, il y avait une question et un commencement. Dans la salle du piano désormais ouverte, le temps semblait se dilater. L'air y était différent, chargé non pas de poussière mais de mémoire. Camille, assise face à Étienne, attendait. Pas une attente impatiente, mais celle d'une écoute vraie, profonde, une disponibilité silencieuse. Étienne, les doigts posés sur les genoux, regardait le clavier sans y toucher. Puis, sans la regarder, il parla. « J'ai commencé à jouer à 5 ans. Mes parents pensaient que c'était un caprice. Puis ils ont compris. À 12 ans, je donnais mes premiers récitals. À 17, j'étais en tournée. Conservatoire, concours, bourse. Tout est venu vite et facilement. » Il s'interrompit. Ses yeux fixaient maintenant une tache invisible sur le bois verni du piano. « J'ai vécu par le piano, pour le piano. Il était mon centre, ma langue, ma respiration. Mais aussi ma manière de contrôler le monde. Rien ne me résistait quand je jouais. Pas les critiques, pas les gens, pas même mes propres doutes. » Il prit une inspiration lente, comme pour empêcher sa voix de trembler. Et puis, l'accident. Le mot tomba, sec, mais sans colère, comme une vérité devenue familière. J'avais donné un concert, quelque chose de nouveau, de risqué, un programme personnel. J'étais sur un nuage. Le téléphone a sonné. Mon frère, il voulait qu'on parle. On s'était disputé depuis des mois. J'ai pris la voiture. J'étais encore en costume de scène. Il pleuvait. Il marqua une pause, ses doigts se crispant légèrement. Le virage était serré, je roulais trop vite. Je ne me souviens que du bruit. Et du silence après. Camille ne bougea pas. Elle ne dit rien. Elle écoutait chaque mot comme on recueille une prière. La moelle épinière, sectionnée, paralysie. Les médecins ont dit que j'étais chanceux d'être vivant. J'ai cru qu'ils plaisantaient. J'aurais préféré mourir. Ses yeux se tournèrent enfin vers elle. Le pire, ce n'était pas le fauteuil. C'était le vide. Le vide là, dans mes mains. J'ai essayé de rejouer. Les doigts bougeaient, mais ce n'était plus pareil. Je ne sentais plus. Pas vraiment. Le contact, la fluidité, le lien. Il baissa la tête. Alors j'ai arrêté. J'ai tout arrêté. Je me suis enfermé. J'ai fermé la maison. J'ai repoussé les autres, même ma famille. Parce que leur regard, ce regard, Camille le coupa doucement, sans brusquerie. C'est celui de la perte. Je sais. Il la regarda avec étonnement. Elle sourit, triste. Avant de venir ici, j'étais professeur de musique, conservatoire de Bourg-en-Bresse. Je dirigeais une petite chorale, je donnais des cours de piano, de solfège. J'aimais ça, je vivais pour ça. Elle fit une pause, comme pour mesurer ses mots. Puis ma mère est tombée malade. Longue maladie, douloureuse. J'ai tout quitté. L'école, les concerts. J'ai tenu la maison jusqu'au bout. Après, il n'y avait plus rien, juste des factures et des silences. Étienne ne dit rien. Ses traits s'étaient adoucis. Quand je suis arrivé ici, j'ai cru que je faisais juste un travail. Mais ce que j'ai trouvé, c'est quelqu'un qui m'a rappelé que la musique ne disparaît jamais, même quand on l'oublie. Elle est là, en veille, elle attend. Un long silence s'installa, pas pesant, dense. Étienne se tourna de nouveau vers le piano. Il leva le couvercle, posa ses mains, cette fois avec intention. Une note, puis une autre. Il tenta une phrase musicale. Elle hésita, trembla, se brisa, puis reprit. Camille ferma les yeux. Elle n'entendait pas un virtuose. Elle entendait un homme qui recommençait. Les jours qui suivirent furent marqués par une atmosphère nouvelle dans le manoir. La pièce du piano, autrefois scellée,
s'ouvrait désormais à la lumière et au souffle discret de la musique. Étienne, chaque après-midi, y entrait sans un mot. Il s'installait, posait les mains sur le clavier et jouait. Parfois une suite maladroite de notes, parfois une simple tentative interrompue. Mais il jouait, pas pour impressionner, pas pour prouver, seulement pour exister. Camille ne s'imposait jamais. Elle se contentait d'écouter depuis le couloir ou de rester dans un coin de la pièce, occupée à épousseter un meuble ou à ranger des partitions oubliées. Elle respectait ses silences, ses doutes, ses pauses, mais elle était là, toujours. Un mercredi, alors qu'elle remettait de l'ordre dans les étagères, une idée germa en elle. Elle l'effleura d'abord, comme un rêve impossible. Puis, à mesure qu'elle entendait les progrès d'Étienne, qu'elle percevait dans ses gestes une confiance naissante, elle ne put s'en détacher. Et un jour, sans vraiment réfléchir, elle l'a dit tout haut. « Et si vous rejouiez devant des gens ?» Étienne s'arrêta net. Ses mains se figèrent sur les touches. Il se tourna lentement vers elle, sans colère, mais avec une surprise proche de l'effroi. « Des gens ?» répéta-t-il. « Pas une foule, pas un public mondain, juste quelques personnes, celles qui comptent, celles qui ont encore envie de vous entendre, pas pour le virtuose, pour l'homme. » Il ne répondit pas. Il referma doucement le couvercle du piano, comme on referme un livre qu'on ne veut pas terminer. Camille n'insista pas. Mais le lendemain, elle trouva dans la salle du piano un vieux magnétophone à cassette posé sur une chaise. À côté, un papier sur lequel Étienne avait griffonné « Je veux entendre ce que j'ai perdu ». Ils commencèrent ainsi. Chaque après-midi, ils jouaient quelques minutes. Camille enregistrait, puis ils écoutaient ensemble. Les erreurs sautaient aux oreilles, les hésitations, les fausses notes, mais au-delà de tout cela, une beauté nouvelle émergeait, fragile, sincère, désarmée. Camille prit l'initiative d'organiser la suite en silence. Elle dressa une liste de personnes, pas celles qui portaient des noms en lettres dorées, mais celles qu'Étienne avait mentionnées, parfois sans le vouloir, un ancien collègue de conservatoire, une libraire de quartier qui lui envoyait encore des cartes postales, une voisine de son enfance aujourd'hui retraitée. Elle les contacta discrètement, leur expliqua, leur demanda une chose, venir sans jugement, sans attente, juste pour écouter. Elle fixa la date pour le samedi suivant à 18h. Pas de carton d'invitation, pas d'annonce publique, juste une soirée discrète dans le salon du manoir, aménagée avec simplicité. Un piano, quelques chaises, un peu de vin et du silence. Étienne accepta, pas avec enthousiasme, mais sans refus. Il répéta une pièce courte, accessible, simple en apparence, mais pleine de nuances. Un extrait de Schumann. Il butait encore, mais chaque jour un peu moins. Camille ne parla jamais d'espoir ni de renaissance. Elle préparait la salle en silence, comme on prépare un autel. Elle ne cherchait pas à ranimer l'ancien Étienne, elle voulait offrir une chance au nouveau. Et lui, bien qu'encore prisonnier de ses doutes, avançait note après note vers un rendez-vous qu'il n'aurait jamais cru possible. Le samedi arriva, enveloppé d'un ciel pâle et calme. Toute la journée, Camille s'activa dans le manoir avec une concentration méticuleuse. Elle n'avait ni les moyens, ni l'intention d'en faire un événement luxueux. Tout devait être simple, intime, vrai. Elle disposa les chaises en demi-cercle dans le salon principal, nettoya le piano une dernière fois et posa sur une table basse quelques bouteilles de vin, des verres, du pain et du fromage. Pas d'orchidées, pas de nappe, pas de photographe, juste l'essentiel. À 17h30, elle entendit le grincement du portail. Les premiers invités arrivaient à pied, doucement, comme s'ils n'étaient pas sûrs d'avoir le droit d'être là. Une femme âgée au chignon soigné, tenant une enveloppe dans les mains. Un homme d'une cinquantaine d'années, les lunettes glissées au bout du nez. Une mère avec son fils adolescent. Tous saluèrent Camille avec une retenue respectueuse, presque émue. Ils prenaient place sans parler, les yeux posés sur les murs, les meubles, les rideaux. La maison semblait respirer à nouveau. À 18h précises, Étienne entra dans le salon. Camille se tenait près du piano, droite, calme. Il la rejoignit en silence. Il portait une chemise sombre, sobre, repassée avec soin. Ses cheveux coupés la veille par Camille redonnaient à son visage une expression oubliée de netteté. Les conversations s'éteignirent dès qu'il apparut. Tous les regards se tournèrent vers lui. Il les affronta, sans sourire, sans trembler, puis roula lentement vers le piano, s'arrêta et prit le temps de respirer.
Camille lui tendit un léger signe de tête. Il la regarda. Juste un instant. Puis souleva le couvercle du piano. Les premières notes tombèrent, hésitantes, mais claires. Étienne jouait. Pas à la perfection. Pas avec la fluidité d'antan, mais avec un engagement total. Chaque doigt semblait chercher une mémoire enfouie. Chaque silence était habité. Il ne s'excusait pas, il offrait. Les visages, autour, s'étaient figés. Il n'y avait pas de murmure, pas de tout, pas même de respiration trop forte. Juste cette musique, imparfaite mais vivante, qui remplissait la pièce avec une force douce, une tendresse rude. Il n'y avait plus de fauteuil, plus de ruines, plus d'accidents. Seulement un homme et son instrument. Quand la dernière note retentit, elle resta suspendue dans l'air quelques secondes. Étienne referma le couvercle, baissa lentement les mains. Le silence qui suivit ne fut pas vide. Il était plein de ce que les mots ne peuvent pas dire. Puis, un à un, les invités se mirent à applaudir. Pas une ovation théâtrale, pas un tonnerre, mais un applaudissement sincère, droit, reconnaissant. Pas de pitié, pas de malaise, juste l'admiration. Étienne leva les yeux, surpris. Camille vit ses traits se détendre. Une larme unique glissa le long de sa joue, sans honte. Il ne chercha pas à l'essuyer. Plus tard, alors que les invités partaient en silence, chacun laissant un mot, un regard, un sourire, Étienne resta dans le salon, les mains croisées sur ses genoux. Camille s'approcha de lui. Il ne la regarda pas tout de suite, puis dit simplement « Merci d'avoir cru que c'était encore possible ». Elle sourit. Ce n'était pas une question de croyance. C'était une évidence. Ils restèrent ainsi un moment dans le salon désormais vide. La maison, cette nuit-là, ne fut plus une prison. Elle était redevenue un lieu de passage, un lieu où, même brièvement, la vie avait trouvé à se poser. Le lendemain du concert, un article parut dans l'édition dominicale d'un petit journal local. Un soir de musique et de renaissance dans la Maison du Bois. Il était signé par un journaliste discret, assis au fond de la salle, que Camille avait invité avec prudence. Elle ne lui avait rien promis, rien demandé, seulement la vérité, s'il choisissait d'écrire. L'article décrivait la soirée avec une délicatesse rare. Il parlait de la musique, de la dignité d'Étienne, de la profondeur d'un silence rompu avec grâce. Mais ce qui attira le plus l'attention d'Étienne fut un encadré à la fin du texte. Une petite notice insérée presque comme une parenthèse, mais qui, pour lui, fit l'effet d'un tremblement. Camille Renaud, organisatrice discrète de la soirée et femme de confiance du maître des lieux, fut jusqu'à quelques années auparavant professeure de musique au Conservatoire de Bourg-en-Bresse. Elle abandonna son poste pour des raisons familiales et n'est plus jamais réapparue dans le milieu musical jusqu'à cette soirée singulière où son regard sur un homme blessé rappela que la musique, parfois, se transmet sans qu'un seul mot ne soit prononcé. Étienne relut le passage plusieurs fois. Ce nom, ce lieu. Il se souvint d'un professeur dont un collègue lui avait parlé des années auparavant. Une femme douée, passionnée, respectée de ses élèves. Il n'avait jamais fait le lien. Jamais deviné que la femme silencieuse qui nettoyait sa maison avec une humilité constante portait en elle cette mémoire-là. Plus tard, il la trouva dans la cuisine, en train de ranger les assiettes utilisées la veille. « Tu étais professeur », dit-il sans préambule. Camille ne se retourna pas tout de suite. Elle savait que le mot « tu » n'était pas un accident. C'était une fissure dans le mur de distance qu'il avait toujours maintenu. Oui, pendant 7 ans. Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit? Elle se retourna enfin, lentement, les yeux calmes. Parce que ce n'était pas important, du moins pas pour ce que je fais ici. Tu n'avais pas besoin d'une professeure, tu avais besoin de quelqu'un qui écoute. Étienne resta un moment sans voix. Il repensa à toutes les fois où elle l'avait écouté jouer, corriger un geste sans rien dire, proposer une mélodie sans imposer une note. Elle l'avait guidé comme seuls les bons professeurs savent le faire, sans le dire, sans se montrer. Tu as tout quitté pour ta mère. Elle était malade, longtemps. Je ne pouvais pas faire autrement. Quand elle est partie, je ne savais plus qui j'étais. Alors j'ai fait ce que je savais faire, prendre soin d'une maison, d'un silence, d'un homme brisé. Ces mots ne portaient ni plainte, ni regret. Étienne la regarda longuement. Tout ce qu'il avait cru comprendre d'elle, tous les gestes qu'il avait interprétés comme de la simple bienveillance ou de la modestie, prenaient soudain une profondeur inattendue. Tu as vu en moi ce que même moi,
Je ne voyais plus, murmura-t-il. Camille s'approcha lentement. Elle posa une main légère sur le dossier de son fauteuil. Parce que moi aussi, j'ai connu le vide. Et je sais qu'on ne le traverse jamais seul. Il ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Ce jour-là, dans le calme retrouvé du manoir, Étienne découvrit que Camille n'était pas seulement une femme attentive ou une ancienne musicienne. Elle était un miroir. Et dans ce miroir, il voyait enfin autre chose que sa douleur. Le manoir, longtemps figé dans le silence et l'ombre, semblait désormais respirer à nouveau. Chaque pièce où la lumière entrait avait une autre texture. Chaque couloir résonnait d'un écho plus vivant. Étienne ne jouait pas tous les jours, mais il passait du temps près du piano, parfois pour jouer quelques notes, parfois simplement pour rester là, en paix. Camille, quant à elle, continuait ses tâches avec la même régularité, mais une douceur nouvelle habitait ses gestes. Elle n'était plus une employée invisible. Elle était devenue complice, témoin, présence essentielle. Un matin, alors qu'ils partageaient un café dans la bibliothèque, une habitude récente née sans être nommée, Étienne rompit le silence. « Je veux transformer la maison. » Camille releva les yeux. Il continua lentement, mais avec assurance. Une partie, pas toute. Le salon de musique, l'aile sud. J'aimerais en faire un espace de création, de pratique, pour les personnes qui, comme moi, ont été interrompues. Elle le regarda, attentive. Un centre de musique accessible, pour les personnes à mobilité réduite, avec des instruments adaptés, des cours, des rencontres. Un lieu vivant, pas une institution, un lieu de liberté. Camille ne répondit pas tout de suite. Elle savait qu'il ne lançait pas cette idée à la légère. Chez Étienne, chaque mot, chaque initiative demandait une lente gestation. « C'est une belle idée, dit-elle enfin. Et tu veux que je t'aide ? » ?»« Non, je veux que tu le diriges avec moi. » Elle sentit un frisson lui traverser l'échine. Elle chercha dans ses souvenirs la dernière fois qu'on lui avait confié une responsabilité de cette nature, probablement à l'époque du conservatoire. Mais c'était différent. Ici, il ne s'agissait pas d'enseigner. Il s'agissait de créer un monde à part entière. « Je ne suis plus celle que j'étais, murmura-t-elle. « Moi non plus, répondit-il. Et justement, c'est pour ça que ça doit être nous. » Ils se regardèrent longtemps. Pas comme deux personnes qui pèsent les risques, mais comme deux âmes qui savent ce que coûte le renoncement et ce que signifie en sortir. Camille accepta. Dans les semaines suivantes, ils planifièrent. Étienne contacta ses avocats, fit réévaluer les plans de la propriété. Camille fit des recherches sur les instruments modulables, les formations adaptées, les partenariats possibles. Le manoir devint un chantier silencieux d'idées et de projets. Ils ne parlèrent jamais de sentiments. Pas encore. Mais chaque jour passé à travailler côte à côte dessinait une nouvelle forme d'intimité, une complicité qui ne demandait ni promesses ni explications. Un après-midi, alors qu'ils visitaient l'aile sud, encore remplie de meubles couverts de draps, Étienne s'arrêta près d'une fenêtre. « Tu sais, j'ai longtemps cru que tout ce que j'étais s'était arrêté le jour de l'accident. » Camille, debout à côté de lui, répondit doucement « Ce que tu étais a changé. Mais ce que tu es maintenant a peut-être encore plus à offrir. » Il la regarda longuement. Puis, d'un ton presque imperceptible, il dit « Tu es la seule à avoir vu ça. » Elle lui prit la main, pas pour le rassurer, mais pour le soutenir. Et dans ce contact discret, sans excès, se trouvait peut-être la promesse la plus sincère qu'ils auraient pu échanger. Les mois passèrent, marqués par le bruit régulier des travaux, le va-et-vient discret des artisans et les rires timides de nouveaux visiteurs. Le manoir du bois, jadis replié sur lui-même comme une blessure fière, s'ouvrait enfin. L'aile sud fut transformée avec soin. Parquet rénové, murs éclaircis, rampes discrètes, instruments adaptés et un petit amphithéâtre intime où la lumière tombait naturellement sur la scène. Le centre musical Étienne Dubois ouvrit ses portes un après-midi de mai, sans discours solennel, sans fanfare. Un simple panneau de bois clair gravé à la main accueillait les visiteurs. Les premiers à entrer furent des enfants, certains en fauteuil roulant, d'autres accompagnés de leurs parents. Puis vinrent des adultes, anciens musiciens, professeurs à la retraite, amateurs discrets. Personne ne demandait d'où ils venaient ou pourquoi ils étaient là. Tous comprenaient l'essentiel. Ici, ils étaient entendus. Étienne n'était plus le fantôme d'un passé glorieux. Il devenait lentement un repère. Il passait du temps dans le centre, observait les cours, écoutait les répétitions.
Parfois, il jouait quelques notes, juste pour accompagner un enfant trop timide. Il n'avait plus besoin de prouver. Il partageait. Camille, quant à elle, coordonnait tout. Elle formait de nouveaux professeurs, accueillait les familles, corrigeait doucement les partitions mal tenues. Son regard attentif et sa voix posée faisaient d'elle une guide naturelle. Elle ne parlait presque jamais d'elle, mais tous savaient qu'elle était la source de cet espace vivant. Un soir de juin, alors que le soleil déclinait derrière les collines, Étienne jouait seul dans la salle du piano. Camille le regardait depuis l'embrasure de la porte, bras croisés, silencieuse. Il termina une pièce de Fauré avec lenteur, puis se tourna vers elle. « Je n'aurais jamais cru qu'on reviendrait ici. À ce point, à cette paix. » Elle s'approcha, s'assit sur le banc à côté de lui. « Ce n'est pas un retour, c'est un commencement. » Il hocha doucement la tête. « Tu m'as ramené à moi, Camille, sans bruit, sans pression. Tu m'as regardé comme si je n'avais jamais disparu. » Elle lui prit la main, cette fois sans hésitation. « Tu n'as jamais disparu. Tu étais juste en attente. » Ils restèrent ainsi un moment, les doigts entrelacés, les cœurs tranquilles. Aucun mot d'amour ne fut prononcé, mais ils savaient. Tout dans leurs gestes, dans leurs regards, dans leur présence mutuelle, parlait pour eux. La nuit tomba lentement sur le manoir. Dehors, on entendait encore quelques notes de violon, les rires lointains d'enfants. À l'intérieur, le piano s'était tu, mais la musique, elle, continuait de vivre. Dans les murs, dans les gestes, dans ce lien tissé sans urgence. Étienne regarda Camille et sourit. « Je n'aurais jamais cru que quelqu'un verrait encore de la beauté en moi. » Elle répondit simplement « La beauté ne t'a jamais quitté. Il fallait juste quelqu'un pour te réaccorder. » Et ce soir-là, sans promesse, sans besoin de futur défini, quelque chose naquit. Pas un amour flamboyant, pas un conte de fées, mais une vérité profonde, silencieuse, portée par la musique, et par deux êtres qui avaient su écouter là où d'autres avaient fui.